Madame, Monsieur, bonjour. Heureux de vous retrouver en direct dans ce 23e numéro de LSA Direct, l'émission d'actualité du soir d'Algérie. Le mot d'ordre en vogue actuellement, c'est digitalisation, le tout digital ou presque. Tout le monde s'y met, du haut de la pyramide, du président de la République au plus petit chef d'entreprise, en passant par les ministres, l'exécutif. Ici même, au soir d'Algérie, nous n'échappons pas à cette frénésie digitale. La preuve, ce plateau, ces images et cette diffusion en direct par Internet. Alors, il y a le côté enthousiasmant de la digitalisation, bien sûr, mais il y a aussi l'autre côté un peu plus obscur, celui des failles de sécurité et des cybermenaces. D'où la présence avec nous ici d'un expert en la matière, l'un des rares spécialistes algériens en cybersécurité. Abdelaziz Dedouri, bonjour. Merci mon ami. Et d'entrée, pour en finir avec une erreur, une confusion que beaucoup font, dont moi, avant de vous rencontrer, vous dites attention, il y a une différence entre cybersécurité et cybercriminalité. Expliquez-nous. Oui, je pense qu'il faudrait faire une distinction entre la en réalité deux distinctions entre la cybersécurité et les risques que l'on rencontre quand on est en ligne, des risques qu'on trouve dans des applications en particulier comme Facebook. Ça, c'est la première distinction. Donc la cybersécurité ne se limite pas aux risques que l'on rencontre dans les applications des réseaux sociaux. La deuxième distinction, c'est la différence entre la cybersécurité et la cybercriminalité, qui est c'est-à-dire les crimes commis en utilisant un ordinateur. Le concept de cybersécurité est beaucoup plus large, puisqu'il consiste à défendre les actifs informationnels, c'est-à-dire les réseaux, les serveurs, les ordinateurs, tout ce qui se connecte, nos téléphones portables, etc. Et pour les protéger, la cybersécurité se base en réalité sur 5 principes. Premièrement, c'est la confidentialité, donc assurer le secret, que personne ne peut accéder au secret quand il se connecte aux données secrètes s'il n'est pas autorisé. Le deuxième principe, c'est l'intégrité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer les données si on n'est pas autorisé. Par exemple, on peut me connecter... si on n'a pas l'habilitation. Si on n'a pas l'habilitation, je peux me connecter à mon compte de la Poste pour voir ce que j'ai dans mon compte CCP. Et je vois ce que j'ai, mon avoir, mais je ne peux pas changer l'avoir. C'est ça le deuxième principe de la cybersécurité. Enfin, le troisième, qui est aussi important, c'est la disponibilité. C'est-à-dire qu'on peut se connecter et accéder aux données quand on veut. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de coupures, ou d'ailleurs... beaucoup de temps, les pirates utilisent une technique de déni de service, c'est-à-dire dénier le service, empêcher les gens, les internautes, les utilisateurs de se connecter, d'accéder à leurs données. C'est une forme d'attaque. Le quatrième facteur. Le quatrième, c'est l'authentification. Ne peut se connecter que celui qui est autorisé, donc qui s'authentifie, c'est le mot de passe en réalité, quand on a un mot de passe. Mais si on s'authentifie, ça ne veut pas dire qu'on va accéder au secret. Donc ça aussi, c'est réglementé. Et enfin, le dernier principe, c'est la non-répudiation. Je souris un peu parce qu'une fois j'avais parlé de répudiation, on fait une conférence à une université, puis une dame me dit « Ah, M. Dedouri, même la répudiation... » Encore la répudiation en informatique et en sécurité. Non, ça n'a rien à voir. La non-répudiation, c'est-à-dire quand on fait une action, quand on exécute une action, on ne peut pas nier. C'est-à-dire si demain je me rends à la Poste, ou là j'utilise ma carte pour faire un retrait, je ne peux pas revenir et dire « Je n'ai pas fait ce retrait parce que
il y a la traçabilité. Il y a la trace électronique. Trace électronique, c'est logué et donc on ne peut pas. Donc c'est ça les 5 principes qui guident. On protège en général, c'est ça. Et ça nous aide à faire le distinguo entre cybersécurité et cybercriminalité. La cybercriminalité fait partie de la cybersécurité, mais ça ne se résume pas à ça. C'est beaucoup plus large. Les enjeux sont beaucoup c'est pas une vue de l'esprit que la cybersécurité est aujourd'hui au cœur des relations entre États, voire déterminante peut-être dans l'issue de scrutins à dimension planétaire. Par exemple, je pense à l'élection de Trump en 2016 aux États-Unis et les accusations d'ingérence électronique contre les Russes, contre les Chinois. On est vraiment au centre de gros enjeux. Une autre particularité de la cybersécurité, là j'ai parlé de la protection, donc c'est l'aspect défensif, mais il y a aussi l'aspect offensif. Et donc l'aspect offensif consiste à remettre en cause les principes que j'ai énoncés. Donc la confidentialité, la disponibilité, l'intégrité, etc. dans les réseaux, disons, ennemis ou hostiles. Et l'impact de cette approche ou de cet aspect, justement, il a un impact politique. C'est l'utilisation, par exemple, sur l'utilisation d'outils pour manipuler les élections, comme en 2016 aux États-Unis. Voilà. Ça laisse songeur, Abdelaziz Dabdouri, parce que là on parle bien de pays dits développés, électroniquement développés, les États-Unis, la Chine, la Russie. Qu'en est-il en Algérie en matière de cybersécurité? Il faut dire que, on est un peu en retard en matière de cybersécurité parce que la perception de la menace, souvent au niveau des responsables, il n'y a pas une bonne perception des enjeux de la cybersécurité. En ce qui nous concerne, en janvier dernier, donc il y a près d'un an. Janvier 2020, le président a signé un décret pour un projet de création d'une stratégie nationale de cybersécurité. Comme tout projet à la cybersécurité, il prévoit en réalité la création d'un conseil national qui doit définir la cybersécurité, donner des orientations, et d'une agence beaucoup plus pour la mise en œuvre de la cybersécurité. Donc quand on voit les décisions, c'est rassurant dans le sens où ça obéit aux techniques de réalisation de projets, qui sont en réalité 4 phases. La planification, l'orientation, la mise en œuvre, le contrôle, et ensuite la dernière phase, c'est l'amélioration. Mais c'est un cycle itératif, donc qui se répète à chaque fois. Dans notre cas, quand je lis le décret, personnellement, je ne vois que 2 phases sur les 4, en réalité, que prévoit la réalisation d'un projet. Mais on n'est pas obligé d'avoir tout le temps pour réaliser un projet d'obéir à cette approche des quatre phases. On peut associer deux projets. Mais ce qui me préoccupe c'est une opinion personnelle dans ce projet, c'est que contrairement aux autres projets, il y a une échéance, donc une date de départ et une date de remise du projet. Or, dans le décret, on ne parle pas du tout de la date d'échéancier ou d'échéance du projet. Si j'ai bien compris, il y a la bonne intention, mais la finalité, la finalisation, on n'y est pas encore. Sauf s'il y a eu des instructions complémentaires dont je ne suis pas au courant, mais car dans le décret, il n'y a pas d'échéance. Je pense à dire que ça reste ouvert. On peut réaliser cette stratégie nationale de cybersécurité dans une année, ou dans 2, ou dans 3, et ça reste ouvert. On se contente pour l'instant de l'immédiateté. Il y a au moins la conscience de la menace. Il y a au moins cette conscience de la menace. Il y a une perception maintenant. Pourquoi je le dis? Parce que le porte-parole du gouvernement a clairement pointé du doigt dans une déclaration cette semaine à nos confrères de l'APS ces menaces-là. Ammar Belhimer parle sans détour, je le cite, de guerre électronique. Ce ne sont pas mes mots.
je les reprends, chez lui, de guerre électronique menée contre l'Algérie à partir de certaines capitales occidentales, entre autres Paris. Et il a contextualisé ces attaques électroniques. Belhimer dit, ça s'est accéléré à partir du moment où nos choix, principalement économiques, ont été clairement affichés en toute souveraineté. C'est là où on voit l'interaction entre l'agression électronique et des enjeux économiques. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une militarisation du cyberespace. Donc le cyberespace, il n'y a pas une crise ou un conflit, même de basse intensité aujourd'hui, sans l'utilisation des cyberarmes. Donc quand il y a une crise, on n'hésite pas à les utiliser pour faire pression sur l'autre partie. L'Algérie ne fait pas exception. D'ailleurs, il y a quelques années, un institut canadien a parlé justement de la France en disant qu'elle a développé des logiciels, enfin des cyberarmes qu'elle utilise contre les anciennes colonies. Et c'est un institut canadien qui dit ça, et c'est pour recueillir des informations ou des données ou des secrets qui seront utilisés en temps de crise ou de guerre. Ammar Belhimer a été encore plus précis, toujours dans ce sens-là, puisqu'il cite, dans cette guerre électronique qui est menée contre nos pays, il cite NSO, une société de surveillance et de sécurité israélienne dont le logiciel espion vedette, Pegasus, est utilisé par des pays arabes, il le dit, des pays arabes, entre autres le Maroc, pour agresser électroniquement l'Algérie. Bon, je n'exclus pas ça, c'est que les compagnies qui développent des cyberarmes pour les vendre, il y en a beaucoup. On a parlé d'un certain moment d'une compagnie italienne qui développait des outils pour faire des écoutes, pour faire des intrusions dans les réseaux et récupérer des données qui ont été vendues au Maroc, à l'Arabie saoudite, enfin un certain nombre de pays arabes. C'est vrai que les Israéliens sont connus pour avoir investi beaucoup dans les cyberarmes, au point où aujourd'hui Israël occupe la 5e place du marché mondial de la cybersécurité. Et ça lui rapporte autant que notre pétrole. Donc ils ont fait un investissement énorme dans la matière grise, si vous voulez, et ils travaillent aussi en étroite collaboration avec les Américains et d'autres pays, et ils occupent la 5e place en matière d'outils de cybersécurité. En tout cas, sur le marché de la cybersécurité mondiale, ils se sont rendus incontournables dans le domaine. Voilà. Je le disais en préambule à l'émission, donc le mot à la mode, c'est digitalisation. Tout le monde encourage tout le monde à s'engouffrer gaiement dans la digitalisation. C'est quoi le risque derrière ? Bon, en tant que quelqu'un qui travaille dans la cybersécurité, j'ai parlé tout à l'heure d'approche pour la réalisation de projets. Or, tout projet sérieux exige que la sécurité soit intégrée dès le début. Il ne faut pas finaliser le projet de digitalisation et ensuite penser à la sécurité. On parle maintenant par exemple de cartes de e-paiement, paiement par carte, du e-commerce, etc. C'est des projets incontournables. Il faudrait aussi qu'on s'y engage et qu'on y aille, mais il faudrait qu'on parle de la sécurité, qu'on intègre la sécurité dès les débuts, c'est-à-dire dès la première phase. Et vous n'avez pas l'impression qu'on lance un peu les projets un peu au forceps chez nous, sans justement prendre tous ces airbags sécuritaires? Il y a un problème chez nous, parce que souvent, il y a la décision politique et puis il y a l'aspect technique. Souvent, c'est une décision politique. On décide de réaliser tel ou tel projet sans consulter les experts. C'est une faille à laquelle il faudrait remédier. Donc avant de s'engager, il faudrait avoir aussi l'avis de l'expert ou du technicien. Ça ne se résume pas à une décision politique. Ça m'intéresse. Donc si je comprends bien,
d'accord pour une digitalisation, mais accompagné suffisamment à temps d'outils de cybersécurité. Qui doit s'en charger? Dit autrement, la cybersécurité doit-elle être du ressort exclusif de l'État? C'est une question que je pose. Donc, tout à l'heure, quand j'ai parlé justement des critères ou des principes de la cybersécurité, on a parlé aussi des enjeux et des impacts de la cybersécurité. On voit que ce n'est pas une affaire d'informaticiens, c'est l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire de l'État. C'est lui qui doit décider, créer des organismes, comme on a vu là, dans le cas du décret, un conseil national de la cybersécurité. Donc c'est eux qui pensent à la stratégie et ils veillent aussi à la mise en œuvre de cette stratégie. Donc il faut que ça soit de tout projet. Le rôle de l'État. Ensuite vient celui des techniciens. Parce que on a vu la cause des enjeux. L'État reste le premier responsable. Ce n'est pas une affaire d'informaticien. Oui, en fait, j'ai posé cette question parce que j'ai le souvenir, et à l'époque nous avions été les seuls au Soir d'Algérie à traiter le sujet, d'un projet, c'était sous l'ère Bouteflika, de confier la digitalisation et la confection des cartes à puce Chifa à une entreprise étrangère, française à l'époque plus précisément. Une carte à puce donc avec les données de santé et d'état civil de millions d'assurés algériens. C'est énorme, mais est-ce que ça ne représentait pas un acte quasiment irréfléchi, une grosse faille? Je pense que là, on posait le problème de la protection des données personnelles des citoyens. Donc là aussi, il faudrait qu'on règle chez nous ce problème. On a des données personnelles. Désolé, là on n'est même plus dans les données personnelles puisque on donne même l'état de la santé algérienne à un opérateur étranger. Oui, donc c'est des données médicales d'un citoyen, enfin, en général. Donc en France, par exemple, ils ont plutôt l'Union européenne, ils ont une réglementation générale pour la protection des données personnelles. Même quand vous vous adressez à une agence étrangère pour acheter un billet d'avion, donc vous leur donnez vos données personnelles, nom, prénom, adresse, etc. Cette agence ou cette compagnie aérienne a l'obligation de protéger vos données personnelles. Donc le fait de ne pas les communiquer. Et cette compagnie peut être poursuivie en justice si jamais... Si elle donne accès. S'il y a l'accès et même s'il y a une intrusion, même si c'est une intrusion par un pirate, ça veut dire que l'agence n'a pas mis les outils de sécurité nécessaires pour protéger ces données. Et ces mesures ne concernent non seulement les compagnies ou les institutions de l'Union européenne, mais même les compagnies ou les institutions étrangères. C'est-à-dire la compagnie Air Algérie, par exemple, qui recueille de données personnelles. La donnée clientèle. Qui résident ou qui sont citoyens de l'Union européenne, même s'ils résident seulement, ils ne sont pas citoyens. Elle est dans l'obligation de protéger ces données. Et si elle ne le fait pas, il y a une divulgation de ces données personnelles, elle peut être poursuivie en justice. Donc ce n'est pas normal qu'on confie nos données, non seulement à des étrangers, mais même ici. Souvent on reçoit des SMS d'organisations, etc., nous demandant, nous suggérant, nous sensibilisant sur des choses. C'est une chose anormale parce que quand on a confié nos données à un opérateur de téléphonie mobile, il n'était pas censé, on ne l'a pas autorisé à les communiquer à une autre Vous parlez de tous ces SMS qu'on reçoit en vague sur nos smartphones, sur nos téléphones. L'intention est bonne, c'est la sensibilisation, c'est une bonne chose, mais il y a le principe, c'est que nous, on a confié nos données personnelles aux opérateurs ou à un organisme, mais on ne l'a pas autorisé à les communiquer à une autre partie. C'est ça le concept de la protection des données personnelles. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait? Que peut-on faire pour blinder la chose avec cet a priori? Moi, j'ai une aversion, une méfiance profonde des commissions, des observatoires et autres machins budgétivores. Vraiment pour blinder la chose en dehors du décret que vous avez cité tout à l'heure. Comment on fait?
Enfin, moi, j'ai écouté M. Attar quand il est passé la dernière fois chez vous. Abdelmajid Attar, ministre de l'énergie, qui était invité à LSA Direct. Ça, il avait parlé de réunions, plusieurs réunions de cinquantaines, de centaines de personnes dans différentes parties qui avaient une mission particulière de faire des études, etc. Il donnait des résultats. Donc, il faudrait qu'on fasse la même chose. Consulter les experts, les réunir et leur demander de faire des recommandations avant de prendre des décisions beaucoup plus à caractère politique sans prendre en considération l'aspect technique. Je précise, je donne l'impression d'insister et l'impression est bonne. J'insiste effectivement. La parade peut-elle être techniquement locale, conçue intramuros, j'allais presque dire Madin Bledi? Ou alors sommes-nous obligés de faire appel à des process étrangers et du coup, en le faisant, on va créer de nouvelles failles? On a les meilleurs informaticiens dans le monde. Écoutez, qui fait informatique aujourd'hui chez nous? C'est le bachelier qui a 16, 17, 18 de moyenne dans certaines matières. Qui peut aller à l'École nationale supérieure d'informatique ou bien qui peut aller à l'université de Babzoar pour faire informatique. C'est les meilleurs enfants cette année, la moyenne a même été plafonnée pour l'ISI, l'Institut d'informatique, à 18. Ils font 5 années d'études pour être ingénieurs. Ensuite, ils font 2 années d'études pour se spécialiser en cybersécurité, en sécurité. Et donc, s'il y a la volonté, il faudrait la volonté politique de les utiliser, ils peuvent faire face, ou bien s'il y a une vision ou une stratégie, ils peuvent faire face aux besoins dont vous avez parlé. Le problème, c'est que beaucoup de ces jeunes, quand ils terminent leur cycle de formation, ils quittent l'Algérie. En France, on a des chiffres, M. Derdouri? Oui, en France, par exemple, je vais citer certains pays, 45% des entreprises n'arrivent pas à pourvoir les postes de cybersécurité. Au Canada, les besoins pour les 2 années en ingénieur de cybersécurité sont de 1000 postes. Bon, je ne voudrais pas faire la publicité pour non, il ne s'agit pas. Mais par contre, vous me donniez tout à l'heure un chiffre avant qu'on entre en plateau sur la déperdition. Aux États-Unis, les besoins chaque année sont de 300 000 ingénieurs en sécurité informatique. Les jeunes partent. D'après une discussion que j'ai eue avec un enseignant, il m'a dit quand une promotion quitte. C'est ce chiffre qui m'intéresse. Oui. Quitte, quand une promotion finit ses études, elle a son diplôme, elle quitte. Dans les 3 années qui suivent, 80% de cette promotion quitte le pays. 80%. C'est énorme. On est en train de former pour la cybersécurité, mais à l'étranger. À l'étranger. Ce n'est pas normal, il faudrait qu'on se penche, je lance un appel aux responsables pour régler ce problème. On parle souvent du départ des médecins, mais pour les informaticiens, c'est encore... c'est moins médiatisé. C'est moins médiatisé et l'hémorragie est plus grande. Là, on est vraiment, voilà, vous avez employé le terme, on est en pleine hémorragie. Vous le dites et vous répétez à chaque fois que vous intervenez, la priorité technologique numéro 1 dans tout projet économique de transformation, je vous cite, de transformation numérique, c'est la cybersécurité. Quand vous dites ça, est-ce que là-haut, on vous écoute ou alors pour l'heure, vous avez plutôt l'impression de prêcher dans une jungle numérique? Écoutez, selon mon expérience personnelle, dans beaucoup de cas, il y a des responsables qui ont une mauvaise perception des enjeux de la cybersécurité. Par contre, j'ai discuté aussi avec des responsables et j'ai été étonné de leur perception et de la sensibilisation en ce qui concerne les enjeux de la cybersécurité. Moi, je parlais avec eux, ils ont évoqué des choses, je ne m'attendais pas, c'est-à-dire réellement à ce qu'ils ont... Agréablement surpris? Agréablement surpris. Ils parlaient par exemple de créer des pôles de recherche au niveau des universités, de la protection aussi des infrastructures sensibles contre les cyberattaques, mais sur le terrain, on ne voit rien, on n'a rien vu, sinon très peu. Donc il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Et vous insistez aussi sur le fait que en cybersécurité, il y a peut-être la position défensive, mais il y a aussi la position offensive. Vous pouvez nous expliquer?
Bon, la position défensive, c'est la protection des actifs informationnels. J'en ai parlé. En ce qui concerne l'aspect offensif, comme je dis, c'est la militarisation de cyberespace. Donc, les militaires utilisent de plus en plus d'équipements et d'armes qui ont des logiciels ou qui utilisent des réseaux. Donc, ils sont plus performants, mais ils deviennent aussi vulnérables aux Attaque. attaques. Donc ça, c'est déjà un aspect positif, disons, c'est militaire, mais ça, il y a aussi l'aspect aussi civil, si vous voulez. On prend par exemple, ici, on est en plein crise de Covid-19. Covid-19, vous avez entendu parler des attaques ou des tentatives d'intrusion dans des réseaux de laboratoires qui faisaient des recherches. L'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur, on a parlé au Canada d'un laboratoire qui travaillait sur les vaccins. Donc, c'est le vol de la propriété intellectuelle, une forme de vol de propriété intellectuelle. Donc, le vol des résultats des recherches, et c'est d'actualité dans ce qui concerne ces laboratoires. Il y a aussi cet autre volet, les défenseurs des droits. Pour eux, il est clair que le tout numérique et la cybersécurisation introduisent des restrictions dans le champ des libertés. Tout dirigeant, c'est ce qu'ils disent, tout dirigeant, parce qu'il en a le pouvoir, peut se lever le matin et décider, sous couvert de cybersécurité, d'interdire l'accès à des sites, à des sources d'information. Je rappelle par exemple que chez nous, certains journaux électroniques sont bloqués de diffusion. Et il faut, pour y accéder, enclencher le VPN. Donc, dans quelle limite on peut dire ça, c'est de la cybersécurité et ça, c'est de la censure? Enfin, il y a d'abord l'aspect, c'est vrai, la société. Il y a un impact sur la société civile, et en particulier sur la presse, en ce qui concerne l'accès à l'information. On a vu par exemple, l'un des aspects, c'est des journaux comme Le Monde, Al Jazeera, qui ont été attaqués pour voler des données. On recherchait probablement les noms de sources des journaux, etc. Il y a aussi l'interdiction aussi de ces journaux électroniques, donc c'est-à-dire qu'ils sont blacklistés et on ne peut pas accéder à partir du pays qui les blacklist. Mais ce n'est pas une solution efficace à 100% dans le sens où c'est des mesures qu'on peut contourner. Il y a en utilisant par exemple des VPN, ou bien en se connectant à un serveur qui n'est pas blacklisté, qui lui par la suite nous connecte au site voulu. Il y a un institut d'ailleurs qui a fait des études sur l'utilisation des VPN. Il a constaté qu'il y a une augmentation incroyable dans des pays tels que l'Algérie, l'Égypte, le Maroc, etc., où il y a des restrictions en ce qui concerne l'accès à certains sites, en particulier Là, pour le coup, et pour une fois, nous figurons en bonne position dans le classement de l'accès au VPN. Nous arrivons, Abdelaziz Abdouli, à la fin de notre émission, et cette dernière question aux allures un peu de film de science-fiction, sauf que la science-fiction est peut-être déjà à nos portes. Les guerres futures ne seront-elles pas finalement des affrontements numériques? Et dans ce genre de guerre, d'affrontement, sommes-nous condamnés à rester dans une posture défensive, réactive seulement, dit plus crûment, de manière un peu plus brutale? Que doit faire l'Algérie pour ne pas être réduite à néant numériquement, donc économiquement, dans ce futur proche? Je pense que c'est une question de vision des responsables. Pourquoi? Parce que les cyberarmes ou la cybersécurité, on dit que c'est l'arme du pauvre. Donc ce n'est pas des armes qui nécessitent un investissement énorme. Quand je vous parlais tout à l'heure du cas des Israéliens qui ont occupé la 5e place du marché, ils ont investi dans la matière grise. Elle est disponible chez nous.
on peut investir s'il y a une politique et une vision sur les jeunes. Là, je vous interromps pour rappeler le chiffre que vous donniez tout à l'heure, justement, pour essayer déjà de retenir les potentiels qui sont chez nous. Vous citiez l'Institut où, en fin de cycle, je suis désolé, je le rappelle parce que c'est effarant, 80% d'un amphithéâtre déserte par la force des choses se retrouve au service. C'est cela, c'est cela. Ce n'est pas plus. Hein. Oui, bon, on est resté sur la version basse. Donc ces jeunes-là peuvent participer à la recherche et au développement d'outils de cyberarmes ou de défense. D'ailleurs, si on prend le cas des Américains, ce n'est pas les militaires qui développent les outils d'attaque des cyberarmes. Ils signent des contrats avec des universités, donc il y a une collaboration, une coopération entre secteur public, secteur privé, ministère de la Défense et universités pour développer des outils. Donc dans le cas des Américains, ils financent des universités pour développer des projets dans ce sens. Donc c'est faisable, le tout c'est le problème de vision et de décision politique. L'appel est lancé afin qu'on puisse, même si c'est une entreprise titanesque, au moins garder tout ce potentiel qui, comme vous le dites, vous l'avez dit tout au long de cette émission, existe. Abdelaziz Dabdoli, merci. Merci de nous avoir accompagnés dans ce 23e numéro de LSA Direct, l'émission d'actualité du soir d'Algérie. Je rappelle que vous êtes expert en cybersécurité et vu la tournure du tout digital exprimée par nos dirigeants, mon petit doigt me dit qu'on va sûrement vous réinviter. Vous reviendrez. Merci beaucoup, avec plaisir. De toute façon, j'ai l'habitude de venir souvent au soir d'Algérie. Vous pouvez me compter parmi vos amis. Rendez-vous est donc pris. Nous allons vous demander de sacrifier au rituel de cette émission, qui est celui de signer le livre d'or de LSA Direct en direct. Je serai honoré. Amis téléspectatrices, amis téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivis dans ce 23e numéro de LSA Direct. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau direct et je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, bien évidemment, puisque nous diffusons en direct sur Facebook, mais aussi sur les autres réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Twitter. Et puis, si vous y venez en respectant les mesures barrières et les mesures de distanciation physique, ça sera encore mieux.